Histoire La princesse au vin jupon. Il y a très longtemps, avant que jamais une fleur de lin bleu ne fleurisse en Hollande, et lorsque les mères hollandaises portaient des vêtements en peau de loup, il y avait une petite princesse, très aimée de son père, qui était un grand roi ou chef de guerre. Elle était très jolie et aimait se voir. Il n'y avait pas de miroir métallique à cette époque, ni de miroir. Elle alla donc dans les bois et devant les étangs et les cours d'eau profonds et tranquilles, elle refléta son joli visage. De ce plaisir, elle ne semblait jamais lasse. Pourtant, parfois, cette petite princesse était très coquine. Et puis, son caractère n'était pas aussi doux que son visage. Elle jouait dans le sable et se roulait dans les bois parmi les feuilles et les buissons jusqu'à ce que ses boucles soient tout emmêlées. Lorsque sa nourrice se peignait les cheveux avec un peigne en pierre, car on n'en connaissait pas d'autre à l'époque, elle s'irritait, la grondait et tapait souvent du pied. Lorsqu'elle était très en colère, elle traitait sa nourrice ou sa gouvernante d'auroch, une grosse bête comme un buffle. À cela, la servante leva les mains devant son visage. Moi? Un auroch. Horrible. Ensuite, elle palpait son front pour voir si des cornes y poussaient. La nourrice, on l'appelait gouvernante. Au fil des années, se lassait du comportement de la méchante jeune princesse. Parfois, elle allait dire à sa mère combien sa fille était méchante, allant même jusqu'à la traiter d'auroch. Ensuite, la petite fille n'a fait qu'aggraver sa mauvaise humeur. Elle se roulait d'autant plus parmi les feuilles et ébouriffait ses boucles, de sorte que la gouvernante pouvait à peine les peigner à nouveau. Il semblait inutile de punir la petite bonne perverse en lui frappant les oreilles, en lui pinçant le bras ou en lui donnant une bonne fessée. Ils ont même essayé d'améliorer son humeur en lui enlevant son dîner, mais cela n'a servi à rien. Alors la gouvernante et la mère allèrent ensemble chez son père. Lorsqu'ils se plaignirent de sa fille auprès du roi, celui-ci fut très inquiet. Il pouvait combattre des hommes forts avec sa massue et sa lance, et même des géants avec son épée et sa hache de guerre. Mais comment corriger sa petite fille, qu'il aimait comme ses propres yeux? C'était trop pour lui. Il n'avait pas de fils et la princesse était son unique enfant, et tous les espoirs de la famille reposaient sur elle. Le roi se demanda comment elle gouvernerait son peuple après sa mort, et elle devint reine. Pourtant, il était content d'une chose. Malgré toute sa méchanceté, elle était, comme son père, toujours gentille avec les animaux. Son animal de compagnie était un petit veau d'auroch. Des chasseurs avaient tué la mère de la pauvre petite en hiver. La princesse gardait donc la créature au chaud et elle se nourrissait quotidiennement de sa main. C'était dans l'obscurité et avec un visage triste que le roi marchait dans les bois, réfléchissant à la façon de faire de sa fille irritable, qui grandissait rapidement pour devenir une femme grande et belle, une dame au caractère doux. Or, lorsque le roi était lui-même un petit garçon, il était très bon envers tous les êtres vivants, sauvages et apprivoisés, muets et dotés de voix, oui, même envers les arbres de la forêt. Lorsqu'il était prince, le garçon ne laissait jamais les hommes à la hache abattre un chêne jusqu'à ce qu'il demande pardon à la fée qui vivait dans l'arbre. Il y avait surtout un grand chêne qui se trouvait près du manoir de son père, le roi. On raconte que les médecins trouvèrent des petits bébés dans ces branches feuillues et les apportèrent à leur mère. Le prince enfant prenait grand soin de cet arbre. Un homme sage lui a appris à couper les branches mortes, à éloigner les vers et à mettre en garde tous ceux qui cherchaient à casser des branches, même pendant la marée de Noël, qui tombait à notre époque de Noël. Un jour que des chasseurs avaient pourchassé une jeune auroch avec ses deux petits dans le parc du roi, le prince, alors qu'il n'était qu'un enfant,
s'enfuit et chassa ces rudes gaillards. Puis il a hébergé et nourri la famille des 3 aurochs, jusqu'à ce qu'ils soient frais et gras. Après cela, il envoya un chasseur habile pour imiter le son de la mère d'un auroch, pour appeler le père de l'auroch à l'orée du bois. Il les laissa alors tous se libérer et fut heureux de voir ces bêtes stupides s'amuser ensemble. Maintenant que le jeune prince était devenu un homme et qu'il était roi depuis longtemps, et qu'il avait tout oublié des incidents de ses premières années, il se promenait un jour dans la forêt. Soudain, une douce brise se leva et les feuilles du vieux chêne se mirent d'abord à bruisser puis à chuchoter. Bientôt, les mots furent clairs et l'esprit dans le chêne dit « J'ai vu passer 1000 ans depuis que j'étais un gland planté ici. Dans quelques instants, je mourrai et je tomberai. Coupez mon corps en bâtons. Ceux-ci font un jupon en bois, comme un tonneau, pour votre fille. Quand son caractère est mauvais, laissez-la le mettre et le porter jusqu'à ce qu'elle promette d'être bonne. » Le roi était triste à l'idée de perdre le grand vieil arbre sous lequel il avait joué étant enfant et ses pères avant lui. Son visage tomba. « Rassure-toi, mon ami, » dit le chêne, « car quelque chose de mieux suivra. Quand je mourrai, tu trouveras à cet endroit une fleur bleue qui pousse. Là où était la forêt, il y aura des champs sur lesquels le soleil brille. Alors, si ta fille est bonne, les jeunes femmes fileront quelque chose de plus joli que des jupons de bois. Surveillez la fleur bleue. D'ailleurs, ajouta la voix de l'arbre, pour qu'on ne m'oublie pas, prenez-vous désormais pour votre famille. Nom Tenek, qui, en néerlandais, signifie « au chêne ». À ce moment, un énorme auroch s'engouffra dans le bois. Ses cheveux longs et sa crinière hirsute étaient gris avec l'âge. Le roi, pensant que la bête baisserait ses cornes et chargerait sur lui, dégaina son épée pour combattre la puissante brute qui semblait peser près d'1 tonne. Mais les aurochs s'arrêtèrent à 10 pieds du roi et beuglèrent. Mais, au bout d'1 minute ou 2, le beuglement se changea en voix et le roi entendit ces bonnes paroles. Je meurs avec le chêne, car nous sommes frères, tenus sous un enchantement pendant 1000 ans, qui doit se terminer dans quelques instants. Moment. Ni un arbre ni un auroch ne peuvent oublier ta gentillesse envers nous, quand tu étais prince. Dès que nos esprits sont libérés, et que nous rentrons tous les deux chez nous dans la lune, j'ai scié ma corne droite et j'en ai fait un peigne à utiliser sur les boucles de votre fille. Il sera plus lisse que la pierre. En un instant, une tempête éclata, qui poussa le roi à se réfugier derrière des rochers tout près. Après quelques minutes, le vent a cessé et le ciel était dégagé. Le roi regarda et là gisait le chêne, tombé de tout son long, et les aurochs gisaient sans vie à côté de lui. À ce moment-là, les bûcherons du roi, qui étaient dehors, pensant que leur maître pourrait être blessé, s'approchèrent. Il leur ordonna d'arracher la corne droite des aurochs et de fendre une partie du chêne pour les esclaves. Le lendemain, elles confectionnèrent un jupon en bois et un peigne en corne. C'étaient des nouveautés telles que presque toutes les femmes du royaume venaient les voir. Après cela, le roi se fit appeler le seigneur du pays de Tenek, et ce fut toujours son nom de famille, que portèrent tous ses descendants. Chaque fois que la princesse montrait un mauvais caractère, elle était obligée de porter le jupon en bois. Que les garçons et les filles la montrent du doigt et se moquent d'elle était une punition sévère. Mais une chose curieuse s'est produite. Il a été constaté que chaque fois que la servante peignait les cheveux de la princesse, elle devenait plus douce et plus douce. Elle remerciait souvent sa gouvernante et disait qu'elle aimait que ses boucles soient lissées avec le nouveau peigne.
Elle a même supplié son père de lui en laisser un et d'avoir le peigne pour elle toute seule. Peu de temps après, elle surprit sa gouvernante et ses parents en se peignant et en bouclant ses propres cheveux. En vérité, un changement si merveilleux s'est produit chez la princesse qu'elle n'a pas eu à porter souvent le jupon de bois, et après 1 an ou 2, plus du tout. Alors les commérages ont presque tout oublié. Un jour d'été, alors que la princesse se promenait dans l'espace ouvert et ensoleillé où se trouvait le vieux chêne, elle aperçut une fleur bleue. Cela semblait aussi beau qu'étrange. Elle l'a arrachée et l'a mis dans ses cheveux. Lorsqu'elle arriva chez elle, sa vieille tante, qui avait vécu dans les pays du Sud, déclara que c'était la fleur du lin. Au cours de ce printemps, des millions de minuscules brins verts ont poussé là où se trouvait la forêt, et quand l'été est arrivé, les plantes atteignaient un demi-mètre de haut. Les femmes ont appris à mettre les tiges dans l'eau et à faire pourrir la fibre externe grossière du lin. Ensuite, ils prirent les brins soyeux de l'intérieur et les filèrent sur leurs rouets. Ensuite, ils les ont tissés pour en faire un joli tissu. Celui-ci, une fois posé sur l'herbe, sous le soleil, était blanchi en blanc. Le fil de lin était d'abord transformé en lin, puis en dentelle. Nommons l'endroit Groene, Veld, champ vert, crièrent les gens heureux lorsqu'ils virent combien la terre était verte là où se trouvait la sombre forêt. C'est ainsi que l'endroit a toujours été appelé le champ vert. Maintenant, quand la princesse vit quel joli vêtement le lin blanc comme neige faisait, elle inventa un nouveau style vestimentaire. Le vêtement supérieur, ou roc, c'est-à-dire celui au-dessus de la taille, elle l'appelait bovenrok, et celui du bas, au-dessous de la taille, son benedenrok. En néerlandais, boven signifie au-dessus et beneden signifie en dessous. Peu à peu, quand, sur les métiers à tisser, on tissait davantage de beaux lins blancs, elle faisait confectionner un nouveau jupon et l'enfilait. Elle était tellement ravie de celui-ci, qu'elle en voulait plus. L'un après l'autre, elle les ceintura autour de sa taille, jusqu'à enfiler 20 jupons à la fois. Elle était fière de ses jupes, même si elles lui donnaient l'air d'un tonneau. Lorsque sa mère, ses servantes et toutes les femmes de Groeneveld, jeunes et vieilles, virent la princesse donner le ton, elles suivirent toutes. Il n'était pas toujours facile pour les jeunes filles pauvres qui devaient se marier d'acheter jusqu'à 20 jupons. Mais comme c'était la mode, chaque mariée devait obéir à la règle. Il devint courant d'en avoir au moins 20, car seul ce nombre a été jugé approprié. Ainsi, une nouvelle règle s'est développée, même parmi les hommes. Un jeune homme fiancé, ou ses parentes qui l'assistaient, avait l'habitude de faire cadeau d'un ou plusieurs jupons à sa bien-aimée pour augmenter sa garde-robe. Ainsi la mode s'est imposée et tient toujours chez les femmes de la côte. Grosses ou minces, grandes ou petites, elles entassent leurs jupons et balancent fièrement leurs jupes en se promenant ou en allant au marché, en vendant leurs poissons, en criant, à rangs frais, dans les rues, ou en tricotant chez elles ou devant leurs maisons. Dans certaines régions du pays, rien ne rend une fille plus heureuse que de lui offrir un nouveau jupon. C'est la mode d'avoir une silhouette en forme de tonneau et de porter ses vêtements de manière à ressembler à une petite baraque. Peu à peu, les hommes construisirent un barrage pour obtenir suffisamment d'eau en hiver pour la pourriture des tiges de lin. L'industrie du lin a enrichi le peuple. Avec le temps, une ville surgit, qu'ils appelèrent Rotterdam, ou le barrage où l'on faisait pourrir le lin. Et parce que là où il y avait une forêt de chênes, avec l'étang et le ruisseau, il y avait maintenant un ruisseau argenté qui coulait doucement entre des prairies verdoyantes,
Ils firent les armes et le sceau de la ville vert et blanc, 2 des premiers et 1 des premiers. Derniers, c'est-à-dire de la verdure et de l'argent. Aujourd'hui encore, sur les armoiries et les drapeaux de la grande ville, et sur les hautes cheminées des puissants paquebots qui traversent l'océan, de terre en terre, on voit la large bande blanche entre les 2 larges bandes vertes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.